Bonsoir à tous. Je vous propose de débuter cette séance du conseil municipal, séance donc du jeudi 21 novembre 2024, une séance donc avec 12 délibérations. Je vous propose de débuter donc par l'appel nominatif des élus. Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Oui. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller. Oui. Philippe Pourteau. Oui. Marina Boinet. Oui. Hervé Labadie. Présent. Sandrine Dreyfus. Oui. Présent. Stéphane Maton. Présent. Philippe Jory-Dibéry. Présent. Philippe Sabaté. Présent. Laurent Pétriac. Présent. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Milan. Présent. Françoise Argous. Présente. Serge Bauchir. Présent. Marie-Christine Mirabel. Présente. Nathalie Sabatier. Présente. Hélène Ducorral. Présente. Nicolas Dardy a donné procuration à Madame Sabatier, Nathalie. Marie Darieux-Merlou. Présente. Virginie Darieux-Merlou. Présente. Marion Lissayou. Présente. Isabelle Aspeitia. Présente. Florence Roura. Présente. Mathieu Vigne, du coup, va sûrement arriver. Mike Bresson. Il est là. Pénélope Lanterne. Présente. Et Didier Sorce. Présent. Alors, je voulais vous proposer de supprimer une délibération, contrairement à d'habitude. Je vous propose de supprimer la délibération numéro 103. C'est la convention avec le syndicat mixte pour les participations des familles au transport scolaire. Parce qu'il y a un point qui mérite vérification avec Tchitchak. Et donc avec Stéphane Maton, on vous propose de différer ce vote et de voter ensemble cette convention au mois de décembre. Dans tous les cas, ça n'aura pas d'impact pour cette tarification-là. Donc nous aurons que 13 délibérations au lieu de 14. J'ai dit 12 tout à l'heure. C'est 14 délibérations, donc il y en aura 13. Vous avez reçu en complément de cet ordre du jour et des pièces jointes le rapport d'activité du sitcom. Est-ce que tout le monde l'a bien reçu? Pas de problème dans les transmissions des documents? Tout le monde l'a reçu? C'est parfait. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Madame Lissayou Marion. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose également d'approuver le procès verbal que vous avez reçu également du 24 octobre dernier. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès verbal? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'approbation de ce procès verbal. Alors, avant de commencer l'examen des délibérations, on a une soirée, comme il y a 2 ans, un peu spéciale, puisqu'on reçoit Julien et Catherine. Alors, on n'a que 50% des effectifs. Voilà, c'est pas comme le conseil municipal. Aujourd'hui, on est quasiment tous présents. Donc voilà, malheureusement, il y a eu des impératifs pour Théa et des impératifs moins positifs pour Monsieur Pécastéen, mais en tout cas, ils n'ont malheureusement pas pu être présents ce soir. Donc Julien et Catherine du coup font partie de la commission citoyenne des avant-projets immobiliers et donc malheureusement peut-être que c'est avec la larme à l'œil, mais en tout cas ils ont fini leur mission. Ils ont terminé leur mission de 2 ans. Je rappelle que la commune depuis maintenant 4 ans a lancé cette initiative de constituer une commission citoyenne des avant-projets immobiliers. L'idée est qu'avant chaque projet immobilier sur la commune, des citoyens, des élus et des techniciens se réunissent pour travailler et échanger avec des porteurs de projets immobiliers afin de faire améliorer ces projets-là avant la signature du maire sur le permis de construire. Donc ce que je propose en fait, comme il y a 2 ans, c'est que Julien et Catherine prennent la parole officiellement en conseil municipal, parce que ces instances participatives, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de créer un lien avec
les instances délibératives comme un conseil municipal, comme un conseil communautaire, comme un conseil départemental, comme un conseil régional. Il faut maintenant qu'on arrive à faire entrer dans nos instances les citoyens et pas simplement se satisfaire des procédures assez classiques de consultation des habitants, mais qu'on crée comme ça des nouvelles instances. Et moi, avant de leur laisser la parole, je voulais simplement les remercier, parce que je rappelle qu'il y a 2 ans, ils auraient pu tout à fait refuser. Hein. C'est un principe que la commission que pilote Sandrine Dreyfus avait établi, c'est que cet engagement citoyen, il ne faut pas qu'il soit obligatoire. On a chacun dans nos vies des moments où on a plus de possibilités pour s'investir ou pas. Et bien, il faut que chacun soit libre de pouvoir mettre le curseur à la hauteur qu'il le souhaite. Et donc là, déjà, je vous remercie Catherine et Julien, parce que c'est sûr que quand il y a des soirées où des projets sont étudiés, le maire en plus annonce à chaque fois 45 minutes ou 1 heure par projet, et c'est jamais respecté, c'est toujours beaucoup plus. Donc merci pour votre engagement. Je trouve aussi que quand on parle de citoyenneté aujourd'hui, c'est une manière aussi d'accomplir aussi des missions de citoyenneté à votre hauteur, et je suis vraiment reconnaissant pour cela. Et voilà, donc maintenant je vous laisse la parole à tous les deux, et merci encore au nom de l'ensemble du conseil municipal. Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, avant de commencer notre exposé sur les différents projets auxquels nous avons participé, nous vous proposons de réexpliquer en quoi consiste le conseil citoyen pour les avant-projets immobiliers de la commune. Nous avons été 4 personnes à avoir été tirées au sort sur la liste électorale de la commune, en fonction de notre âge et de notre sexe, pour parfaire à la parité. Nous avons reçu une formation rapide sur les notions d'urbanisme, le fameux BABA de l'urbanisme, gentiment dispensé par Madame Juliette Brocard, la responsable de l'urbanisme. Nous avons pu à ce jour participer à 5 réunions, qui ont donc permis de nous impliquer sur 6 projets immobiliers de la commune, avec 4 projets de résidence, un projet mixte avec commerce et habitation, et 2 projets de lotissement avec maison et résidence. Tous ces projets sont différents de par leur nature, avec des appartements à accession privée ou sociale, quelques commerces en location et quelques maisons mitoyennes. Différents aussi par leur architecture et l'adaptation au terrain, plat ou bien avec du dénivelé, ou bien une adaptation pour créer un centre près de l'église avec commerce et espace vert. Sur chaque présentation, nous avons vu des points très positifs et d'autres points plus compliqués à traiter, avec des problèmes d'urbanisme, de voirie, sur lesquels nous ne pouvons malheureusement ni déroger ni vraiment intervenir. Mais au moins, les discussions ont permis de proposer des solutions avec les différents protagonistes. Nous avons donc pu intervenir sur l'architecture des bâtiments, sur la nature des logements, sur le vivre ensemble, l'aspect écologique et environnemental, la sécurité et la préoccupation de l'évacuation des déchets, soit de chantier, soit des déchets créés par les futurs occupants, les problèmes d'impact de l'eau ou de la sécheresse au contraire. Pour l'architecture, tous les promoteurs se sont attachés à ce que les bâtiments s'intègrent au milieu dans lequel ils allaient être implantés. Même le R+3 vu sur le projet Claverie dans le centre-ville est atténué par le choix des couleurs, des commerces et de son concept contemporain tout en respectant un style landais. Un autre projet a été lui beaucoup plus moderne avec des couleurs qui tranchaient avec les couleurs habituelles, du bleu foncé, du blanc et une conception avec beaucoup d'appartements qui a beaucoup surpris, vu l'environnement de l'avenue qui était surtout occupé par des maisons particulières en R0 ou R+1. Il y a eu aussi le respect de la mixité sociale. Dans chaque projet a bien été pris en compte le problème de logement social sur la commune. Tous les logements sont construits dans les résidences ou concepts de lotissement avec les mêmes matériaux. Un autre thème qui a été évoqué dans ces réunions, c'est le vivre ensemble et la sécurité. Pour tout ce qui touche les copropriétés, les appartements en location, les places de parking ont été calculées, retravaillées parfois, ainsi que les locaux pour les vélos. Les dessertes autour des résidences permettent une fluidité entre les voitures et les vélos, en tenant compte des arrêts de bus qui ne sont pas très loin pour permettre les déplacements et limiter la pollution et la circulation trop dense. Il ne faut pas oublier que toutes ces résidences vont amener beaucoup de familles avec des enfants et que nous devons tous faire attention à leur sécurité et aussi à ne pas perturber par le bruit ou les nuisances sonores un confort de vie dans la commune.
Ce que nous retenons en conclusion, c'est que ça a été une expérience enrichissante, très intéressante pour chacun d'entre nous, donc d'entre nous 4, notamment grâce à la richesse des échanges entre tous les participants aux réunions avec leurs différents points de vue, donc les promoteurs et architectes, les élus, les techniciens et nous citoyens. Il était difficile d'imaginer, avant d'y être confronté, à quel point l'équilibre à trouver est délicat entre tous les éléments à prendre en compte, le nombre de demandes de logements en attente, le respect de la mixité et des quotas de logements sociaux, la vision des élus pour l'aménagement de la commune, voire de tout le Sénance avec le PLUI, la cohérence architecturale avec les bâtiments environnants, la prise en compte des doléances parfois légitimes des riverains, le respect de l'environnement naturel, de la faune, de la flore, la gestion des voies d'accès, des transports, des déchets, des eaux. On imagine ensuite la réflexion sur l'adaptation des services et des commerces avec les arrivées de population. Donc pour nous, cette expérience nous rend meilleurs citoyens, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comme ça qu'on le retient, car on est mieux informé, mieux sensibilisé à tout ça. Donc on tenait tous les 4, si on est 2 à les représenter, à remercier Monsieur le maire, à remercier Sandrine Dreyfus pour leur accompagnement qui a toujours été très bienveillant à notre égard, et l'ensemble du conseil municipal pour nous avoir permis de prendre part à toutes ces réunions. Parfait. Bon, merci beaucoup Julien et Catherine. Il y a peut-être quelques questions des élus sur la manière dont ça s'est passé, peut-être avoir le ressenti, ou des précisions sur certains projets. Allez Philippe, vas-y. Juste pour savoir, là c'était un bail de 2 ans, je dirais. Il aurait été plus long, ça vous aurait alors peut-être inquiété au départ. Vous l'auriez fait volontiers après avoir connu un petit peu comment ça se passe. Voilà un peu votre ressenti. Inquiet au départ peut-être, sur un bail de 3-4 ans, oui. Mais par contre, au fur et à mesure des réunions, en fait c'était de plus intéressant parce qu'on comprend de plus en plus de choses. Et je pense qu'effectivement, avec un bail un peu plus long, ça pourrait mener à plus de choses. Oui, effectivement. Après, je trouve que plus il y a de citoyens qui sont impliqués, mieux c'est. Parce que en fait, on se dit, c'est très intéressant, on n'est que 4 en fait sur la commune, tous les 2 ans à pouvoir en bénéficier. Alors, moins ça risque c'est compliqué parce que là, on a eu 5 réunions en tout sur 2 ans. Si on ne peut pas participer à toutes, ça ferait très peu, on ne pourrait pas s'impliquer. Plus, ça veut dire que ça ferait encore moins de citoyens informés, sensibilisés à ça. Donc, c'est peut-être un bon équilibre les 2 ans. Oui. Oui, par rapport à vos échanges et hormis les problèmes techniques, est-ce que vous pensez que vous avez le sentiment que vous avez été écouté, entendu et que vous avez vraiment apporté quelque chose par rapport à la vox populi, je dirais, par rapport au ressenti des usagers sur les projets? Alors, par rapport aux usagers, c'est difficile à dire parce qu'on représente que nous-mêmes en fait. Voilà. On ne peut pas préjuger de ce que les autres gens peuvent penser de ces projets-là. Après, dans toutes les réunions, les promoteurs, les architectes semblaient à l'écoute, pas que de nous, parce qu'au final, notre contribution, elle est modeste par rapport à ceux dont c'est le métier. Je pense aux techniciens et aux élus qui ont une connaissance beaucoup plus profonde de la commune et des problématiques qu'on aborde. Mais oui, les quelques points qu'on a abordés, après, gentiment, vous nous laissez la parole en premier, donc il y a des points qu'on évoque qui auraient été évoqués même si on n'avait pas été là, mais on est écouté en tout cas. Voilà, à chaque fois, on a tous pu poser des questions, et à chaque fois, nous avons eu des réponses. Donc oui, on a été écoutés, entendus, et à chaque fois, il y a eu des réponses claires. Alors, je rappelle, parce que c'est vrai que c'est toujours... bien de se le dire. L'idée, c'est que à la fin de chaque conseil citoyen, il y a, alors en moyenne, c'était une dizaine de prescriptions qui peuvent être. Alors moi, elle est symbolique, mais je l'aime bien parce que
C'est des détails qui font justement la différence sur certains projets. Je pense aux projecteurs des balcons sur la résidence Claverie. Ah oui. Par exemple, les projecteurs étaient des projecteurs assez classiques, des hublots, et du coup, après l'intervention de la commission citoyenne, eh bien, les projecteurs ont été inclinés vers les logements pour que, notamment, la faune et notamment, par exemple, les chauves-souris ne soient pas perturbées par ça. Ça paraît être des détails, mais je peux vous dire que quand vous voyez que le promoteur a pris en considération ça, et que sur 50 logements, alors pas 50 balcons, mais pas loin quand même, en l'occurrence là, je veux dire, il va y avoir ça qui sera changé grâce à cette commission citoyenne. Je vais être très sincère, je pense qu'il n'y aurait pas eu la commission citoyenne, ce sujet des chauves-souris serait passé allègrement. Donc c'est vrai que ces prescriptions donc, sont envoyées par lettre. C'est moi qui signe le courrier et je l'envoie officiellement au promoteur. Je trouve aussi, vous voyez, c'est aussi par rapport à ce que j'évoquais, comment on arrive à ce que cet exercice ne soit pas simplement un gadget. Comment on arrive à raccrocher ça de suite à une réalité pour l'ensemble de ces aménageurs et de ces promoteurs. Bon, la plus importante, c'est que ça passe avant le permis de construire. Ça, on peut dire ce qu'on veut. D'ailleurs, on se faisait la réflexion tout à l'heure avec Sandrine, sur les 6 projets qui nous ont vus, par exemple, il y en a 2, si ça se trouve, le permis ne sera jamais accordé, parce que voilà, la vie d'un projet immobilier fait que des fois, les projets ne vont pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, je trouve que, voilà, déjà de passer avant la signature du permis, les promoteurs, on le voit, chaque fois, ils sont un peu anxieux. On le constate avec Gilles, avant ce passage en commission citoyenne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Joss. Non, pas celui-là. Moi, je voudrais juste vous poser la question. Je suppose qu'au début, quand vous êtes engagé, vous avez une période de réflexion pour vous dire j'y vais pas. Mais est-ce qu'autour de vous, vous avez eu des gens qui vous ont dit mais dans quoi tu t'engages, où tu vas, et avec votre expérience maintenant, vous êtes capable, je suppose, de leur répondre, leur dire ce que vous en avez retenu, ce que vous nous avez exposé, et est-ce que vous êtes prêt, je dirais, lors de futures réunions participatives, à peut-être vous impliquer plus, enfin, à hésiter moins à y venir, je dirais, que si vous n'aviez pas eu cette expérience de 2 ans, et à encourager des gens à venir justement dans ces conseils citoyens, voilà. Oui, c'est sûr. C'est sûr. On a bien réfléchi avant de s'impliquer, je pense, en sachant qu'on nous avait prévenu, donc il y aura quelques réunions dans l'année, pas trop non plus, parce que c'est vrai qu'on a tous des activités diverses et variées, mais c'est vrai que déjà la leçon du B.A.B.A. d'urbanisme a été très intéressante, donc déjà on sait déjà à quoi on s'engage, vers quoi on va. Après, chaque réunion, je pense qu'on peut expliquer à la fin, maintenant, on peut dire aux gens, oui, voilà comment ça se passe, et oui, c'est intéressant d'y aller parce que vous apprenez quelque chose. En fait, quel que soit l'âge, on apprend. On continue à apprendre. Et c'est intéressant là-dessus. Oui, c'est ce qu'on notait en conclusion, c'est que ça nous a rendus meilleurs citoyens, donc mieux informés et mieux à même de participer à la vie. Après, quant à l'entourage, moi, j'en ai pas parlé beaucoup autour de moi, parce que, enfin, ce qu'on entend dans les réunions, mais on ne peut pas trop en parler, parce que c'est dans une étape très précoce du projet. Donc, j'en ai parlé à mon épouse, qui m'a voir si c'était compatible. Elle a été d'accord. Je dis, j'aimerais bien, oui, d'accord. Voilà. Mais je n'en ai pas parlé trop largement, parce que je n'avais pas envie d'être questionné sur savoir comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait. Merci. Bon, dans tous les cas, Julien et Catherine, je vous remercie parce que ça me plaît beaucoup cette conclusion. Là, on a été meilleurs citoyens à la fin. Enfin voilà, je trouve que c'est chouette. Enfin voilà, si on peut cumuler comme ça des moments où on sent que on progresse dans cette défense du bien commun, parce que c'est ça que vous avez mis en œuvre au quotidien depuis 2 ans. Donc on va tirer au sort, alors rappelle-moi Sandrine, mardi prochain, lors d'une commission démocratie participative, donc les nouveaux titulaires, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie parce que, alors vraiment on est comblés parce que, sincèrement, les 4 premiers, puisque vous êtes la deuxième vague, on va dire, des citoyens tirés au sort, ça s'était très bien passé. Et là, c'est vrai que, alors, je le dis, parce que Sandrine, tu me corriges, si je me trompe, il me semble que dans cette vague-là, on n'avait eu aucun refus, c'est-à-dire que eux, ils ont été...
Voilà, vous étiez les premiers. Je le dis parce qu'en fait, on tire au sort par catégorie, Catherine l'a expliqué, c'est-à-dire qu'il y a 2 moins de 40 ans, 2 plus de 40 ans, on ne dira pas dans quelle tranche sont Julia et Catherine, évidemment, 2 hommes, 2 femmes, et en fait, on tire, combien Sandrine 5. Donc il y a 20 personnes en tout qui sont tirées au sort, et on fait par ordre, on contacte les citoyens par ordre, évidemment, du tirage au sort. Et là, vous étiez les numéros 1, donc c'est chouette parce que ça veut dire quand même que quand on parle de citoyenneté et d'engagement pour sa commune et son village, ben là en l'occurrence les 4 ils ont dit ben oui, ok, on y va. Alors qu'on pourrait se dire qu'au vu de tout ce qu'on demande, de l'engagement, de l'exercice de formation, puisque c'est ce qu'on impose aussi quand on appelle pour la première fois les citoyens, si on leur dit ben nous on vous demande d'être formés avant, parce qu'encore une fois, s'ils n'ont pas les armes pour arriver, je pense que voilà, au bout de 2 ans, c'est hyper intéressant, c'est un sujet qui est très vaste, mais il faut qu'on vous arme, entre guillemets. Et cette formation dans l'exercice de la démocratie participative, je le redis, elle est très très importante. Et d'ailleurs, on le refera, et il ne faut pas qu'il soit formé par Julien Fichot, Gilles Pénoche ou Sandrine Dreyfus, parce qu'évidemment, il serait... on irait avec notre trip, alors Sandrine a dit surtout pas par moi, mais non, encore moins. Mais je veux dire, il serait influencé par le discours qu'on porte nous de par notre expérience d'élu. Et là, ils sont formés par une technicienne. Ça a eu lieu un soir à 18h30, je crois, en fin de journée. Et ça, c'est très important pour cette démocratie participative. Merci beaucoup. Et vous pouvez tout à fait rester pendant le conseil. Alors justement, le premier sujet, c'est un sujet d'urbanisme. Donc vous pouvez tout à fait rester pour le conseil municipal avec plaisir. Sandrine, oui. Moi, je compléterai ce qui a été dit. Moi aussi, je tiens à remercier les 4 citoyens pour leur implication pendant ces 2 années. Et je tiens aussi à préciser que parfois, ils ont dû modifier leur emploi du temps professionnel pour être là le soir avec nous. Donc, merci pour ça aussi. Monsieur Pécastel, on n'a pas pu être là ce soir, mais il m'a contacté tout à l'heure parce qu'il avait un petit message à faire passer. Je précise que c'est son épouse qui a eu des problèmes de santé, mais que ça va. Voilà. Donc je vous lis le message qu'il m'a envoyé. Donc si je ne puis assister au conseil municipal de ce soir, je te charge de dire pour moi le souci qui est le mien au sujet du dernier projet et du risque d'inondation qui le menace. Le dernier projet qui avait été présenté en commission citoyenne, c'est le projet qui se fera... Voilà, Next City, donc à côté du parking de Barère. Vous avez déjà alerté au moment de la commission, mais là il le redit. Je ne cesse de rappeler que l'évacuation des eaux de pluie du quartier Neuf et du bourg se fait par le canal de Barère et que ce canal n'est pas entretenu. Des arbres tombent dedans et forment des barrages. Il faut d'urgence curer ce canal et enlever les arbres qui risquent de tomber dedans. Parfois, le bon sens doit prévaloir quand la sécurité des personnes et des biens est en jeu. Voilà. Je vais porter la parole de Denis Pécastel. Voilà, je l'ai fait. Alors, on peut expliquer aussi la parole, parce que comme ça donnera encore plus de sens. Vous savez qu'aujourd'hui, le curage des fossés, c'est un vrai sujet aussi, où, alors, on va le dire, sur cette commission citoyenne, il y a par exemple des citoyens comme Denis, et il y a aussi des ingénieurs écologues, par exemple le CPIE. Et évidemment, vous doutez bien que des fois, les avis ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, c'est ça qui est chouette aussi, voilà, c'est très riche. Et voilà, il y a eu pas mal de discussions sur cet enjeu de l'entretien des ruisseaux et des canaux sur la commune. On va donc débuter par l'examen de cette 92e délibération. Donc la première délibération concerne le bail amphithéotique portant sur le bâtiment du presbytère et la vente avec réhabilitation portant sur une partie du bâtiment du pavillon du Midi au profit du bailleur social HSA. Et donc je vais laisser la parole à Gilles Pénoche, l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme et des mobilités. Bon, bonsoir à tous. Merci aussi à Mme Panzolato, Julien. Voilà, moi je souscris à tout ce qui a été dit et je pense qu'on progresse
parce que bon, moi qui suis plutôt en contact aussi avec la profession, que ce soit les architectes, les promoteurs, qui soient plus publics, bon, ça met un souffle nouveau qui commence à faire parler, c'est bien. Donc on va parler du pavillon du Midi et du presbytère. Bon, le presbytère et le pavillon du Midi, plutôt. Je pense que tout le monde se situe. Les deux bâtiments qui sont autour de l'église. Donc pour l'un, le presbytère, on va passer à un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'en fait on va rester propriétaire et on va déléguer, on va transférer la gestion et la maintenance ainsi que les attributions des 5 logements, les 4 T2 de mémoire et un T4. Et puis en ce qui concerne le pavillon du Midi, là on partira sur un bail à réhabilitation, et ce qui fait que nous garderons nous la partie de rez-de-chaussée. Aujourd'hui on a la police municipale et diverses salles de réunion, et HSA réalisera sur les 2 autres niveaux 5 logements, 4 T2 et un T3. Donc je vais vous lire la délibération, faire 2 commentaires, et après je serai disponible pour répondre aux questions. Bon, je vous passe les codes généraux des collectivités territoriales et l'urbanisme qui sont respectés. Considérant que dans le cadre du projet de loi climat et résilience du PLH, programme local habitat du Seignant, c'est de l'élaboration en cours du PLUI et de sa charte de l'urbanisme, la commune de Saint-Martin-de-Seignant va pouvoir favoriser l'émergence de projets d'habitat durable et accessible au plus grand nombre, en régulant autant que faire se peut la hausse de l'immobilier. Considérant l'intérêt patrimonial de réhabiliter des biens remarquables de la ville afin de conserver une identité architecturale, et considérant que dans le cadre de son projet d'aménagement et de développement, la commune de Saint-Martin-de-Seignant a préempté en 2019 le bâtiment dit pavillon du Midi, d'une surface d'environ 300 m² habitables, cadastré AM 117 et d'une contenance de 217 m². Considérant que le positionnement en pleine centralité de ce bâtiment en face de la mairie et de la nouvelle place Claverie lui confère un intérêt stratégique pour développer un projet mixte de logement et de services, le PFL ayant, et l'établissement public foncier des Landes fonciers, ayant ainsi été saisi afin d'accueillir ce bien, la fin du portage étant prévue en 2026, considérant par ailleurs qu'après avoir mené une réflexion sur la gestion de ces logements sociaux, la commune souhaite transférer à un opérateur social, Habitation Atlantique, dont c'est le cœur de métier, la gestion des 5 logements du presbytère au travers d'un bail amphithéotique. Considérant que le pavillon du Midi et le presbytère encadrent l'église, il apparaît en effet opportun de confier le projet de réhabilitation du bâtiment au même bailleur social afin de garantir une unité d'entretien et de gestion ainsi qu'un dialogue facilité avec la commune. Considérant qu'Habitation Atlantique est fortement présent sur le territoire, avec notamment un point d'accueil de proximité aux trois couronnes, un responsable attitré est déjà partenaire aménageur pour la réalisation de l'îlot Claverie. Considérant qu'Habitation Atlantique démontre au quotidien son savoir-faire et le sérieux et le professionnalisme de ses équipes, considérant l'étude menée par HSA sur le pavillon du Midi, considérant la demande accrue de logement enregistrée ces derniers mois par les jeunes de moins de 30 ans, et qu'aujourd'hui l'article 109 de la loi Elan permet aux bailleurs de réserver tout ou partie d'un programme à des logements jeunes de moins de 30 ans. Donc après en avoir délibéré, premier article, le conseil municipal décide le principe de la location par bail amphithéotique au profit d'Habitation Atlantique du bâtiment du presbytère, comportant 5 logements dans le but d'assurer la gestion, l'entretien et l'administration du bâtiment. Article 2, le principe de la vente au profit d'Habitation Atlantique d'une partie du bâtiment du pavillon du Midi dans le but de réhabiliter le bâtiment par la création de logements. Il y aurait donc 4 T2 et un T3. Et article 3, que 100% du programme sur le bâtiment du pavillon du Midi, soit 5 logements, sera réservé pour les jeunes de moins de 30 ans, ainsi que le permet l'article 109 de la loi Elan. Monsieur le maire adjoint en charge de l'urbanisme, du logement et de la mobilité, monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente délibération,
qui sera adressé pour l'ampliation. Voilà, donc je pense que c'était... Alors, au niveau du presbytère, les logements sont occupés et sont gérés donc, par la commune. L'idée générale, c'est en transférant Habitation Atlantique, on a affaire à un professionnel sur, depuis la maintenance, la gestion, aussi au niveau des loyers, des charges, et aussi des attributions, toujours quand même en lien avec la commune, et notamment Laurence Gutiérrez et la commission sociale. Et en ce qui concerne le pavillon du Midi, bon, on avait des appartements qui étaient assez vétustes, voire insalubres. Donc, sur les 2 derniers niveaux, on va créer donc, ces 5 logements, 4T2, 1T3, et donc profiter de cet article 109 de la loi Elan. Ça a été vu avec la préfecture, on a leur accord. L'attribution, ils seront fléchés pour des jeunes de moins de 30 ans, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sur les réunions que nous avons eues, c'est vraiment très très difficile pour eux de se loger. Quand on démarre dans la vie, de ne pas pouvoir se loger sur Saint-Martin, sur leur commune. Donc là, ce sera fait donc, pour 5 logements. Enfin, moi, je m'en réjouis parce que là, on avait un vrai manque. Et bon, on a 2 bâtiments anciens qui représentent bien le patrimoine architectural de la commune et qui sont en pleine centralité avec le bus devant. Donc, c'est très important. Voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces précisions. Oui, Isabelle. Alors vous dire que, bon, évidemment, notre groupe votera pour cette délibération, puisque comme vous avez pu le lire, sur la délibération, cette préemption avait été faite en 2019, quand donc, nous étions le groupe majoritaire, et nous avions effectivement préempté ce bâtiment, justement pour y faire des logements sociaux, donc... Voilà pourquoi nous voterons contre. Et alors de plus, pardon, je l'ai dit au début, heureusement. Et donc voilà, c'est très bien aussi que ça soit pour des jeunes de moins de 30 ans, puisque effectivement aujourd'hui nos jeunes restent de plus en plus à la maison parce que forcément ils n'arrivent pas à se loger et les loyers sont voilà, hors de prix. Donc nous voterons pour. Monsieur. Oui, monsieur Bresson. Oui, je rejoins ce que vient de dire Isabelle. Simplement, il me semble qu'il y a peut-être un petit problème de nature juridique, puisqu'on demande au conseil municipal d'approuver le principe d'une vente sans indiquer le montant de cette vente. Donc, je ne sais pas si juridiquement c'est tout à fait fiable. Oui, tout à fait. Effectivement, il va y avoir une délibération suivante avec le prix. Là, c'était une délibération de principe. Voilà. Du coup, effectivement, avant de passer au vote, bon, moi, je suis très satisfait de cette délibération. Il faut avoir conscience qu'une délibération comme celle-ci, ça prend plusieurs mois, plusieurs années avant de se concrétiser, parce que c'est un projet qui est compliqué. Je le dis, c'est vrai qu'aujourd'hui la commune gère des logements en direct et on s'aperçoit depuis quelque temps que la gestion en direct est de plus en plus complexe pour nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, sur Habitat Sud-Atlantique, mais vous avez tout un accompagnement auprès des locataires que nous n'avons pas en mairie. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on voyait aussi les limites de la gestion en direct pour une commune comme la nôtre qui n'est pas outillée pour cela. Pour le pavillon du Midi, évidemment, dans l'étude urbaine qu'a réalisé la commune et qui est toujours en cours, souvent dans les ateliers citoyens qu'on a organisés ces dernières années et derniers mois, Pablo Samanigo, pour ne pas le citer, évoque constamment cet équilibre entre les biens patrimoniaux sur lequel il faut qu'on prenne une attention forte. Moi je le répète régulièrement, il faut qu'on arrive à développer une commune tout en gardant ses repères architecturaux, et le pavillon du Midi en est un parfait exemple. Et je trouve que la période qui va s'ouvrir avec en pleine centralité à la fois la construction de l'îlot Claverie, une nouvelle place publique, la réalisation de ce rond-point et la réhabilitation de cette maison
qui est sur la même finalement entité foncière, je trouve que ça a du sens. Et en tout cas, il y a une cohérence globale à tout cela, tout en allant sur le sujet du logement aujourd'hui pour tous. Car aujourd'hui, clairement, si on laisse faire ce logement, il ne sera pas pour tous. Donc il faut que nous, on puisse maîtriser, encourager, dynamiser tous ces sujets de logement. Et je me félicite parce que, vous l'avez compris devant l'insistance de Gilles, sur la loi Elan, c'était pas gagné pour flécher des logements aujourd'hui pour les moins de 30 ans. Hein. Vous avez compris qu'en filigrane, et c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire sur le projet Claverie. D'ailleurs, on est en train d'y travailler avec HSA et on a de bonnes raisons de croire qu'on va y arriver. Oui, Laurence. Merci. Non, moi je voulais juste ajouter en complément de ce que disait Isabelle Aspeitia tout à l'heure. C'est vrai que le logement pour les jeunes c'est très compliqué, que même si on les présente en commission d'attribution, ils ne sont jamais prioritaires. Et que voilà, c'est quand même une grande chance qu'on leur donne. Et c'est vrai que c'est toujours agréable quand on arrive à loger, que ce soit des jeunes ou des familles. On a fait visiter donc le logement du presbytère à une dame avec 3 enfants qui était vraiment ravie de pouvoir se loger. C'est un T4. Le T4, ben, c'est une denrée rare en matière de logement. Donc c'est vrai que là, on était vraiment ravis et je suis contente pour les jeunes de la commune qui vont avoir une chance quand même de pouvoir être logés. Voilà. Oui, Hervé. Oui, simplement pour préciser, non seulement on n'est pas outillé, mais il faut savoir qu'on n'est pas compétent, la commune, pour recouvrer les loyers non payés. Donc quand on connaît la situation, c'est important, donc on n'a aucun moyen. Et quand on connaît la situation des services publics en général et des finances publiques en particulier, on se dit que le loyer qui est impayé, il est perdu. Voilà, donc la compétence du coup sur ces sujets n'est pas, nous en fait on ne peut pas faire de relance. C'est le trésor public. Alors Hervé ne voulait pas dire que c'était le trésor public, moi je le dis. Il n'a pas le droit, c'est dans ton... T'as pas le droit de dire du mal. Il y a prescription. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Les abstentions? Unanimité sur cette première délibération. Je vous remercie. On va passer justement à pas mal de sujets au niveau RH et on va passer la parole pour cette délibération. Il prend sa respiration, Monsieur Labadie. Première délibération, donc l'adhésion de la commune au contrat collectif prévoyance et la participation proposée par le centre de gestion avec la mutuelle territoriale. Il y a une petite erreur dans les numéros des délibérations, parce que je vois que c'est la 92-92. Il doit y avoir, je pense que ça va être la 93. Voilà. C'est juste sur l'ordre du jour, c'est ça. Sur la note de synthèse, c'est bon. Donc 93e délibération, Monsieur Labadie, l'adjoint aux finances, au personnel et à la qualité du service public. Merci. Le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 a modifié les conditions de protection sociale complémentaire et redéfini la participation obligatoire des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents, fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé, avec prise d'effet au 1er janvier 2025. Les agents de la commune qui ont été informés à titre individuel par leur actuel assureur des conséquences de cette réforme sur leur contrat à partir de cette date, ont également fait l'objet, en cas de besoin, d'un suivi personnalisé par le service RH de la collectivité. Lors du conseil municipal du 15 février 2024, nous avons donné mandat au centre de gestion des Landes pour lancer, au nom et pour le compte de la collectivité, une consultation en vue d'établir une convention de participation à adhésion facultative en matière de prévoyance. Le CDG 40 a donc lancé une procédure de mise en concurrence mutualisée en vue de conclure une convention de participation couvrant le risque prévoyance avec un organisme labellisé, afin de présenter une offre collective aux collectivités. À l'issue de cette procédure, le CDG 40, par délibération du 16 juillet 2024, a retenu et désigné Territoria Mutuelle
pour nous proposer cette convention de participation pour le risque de prévoyance à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 6 ans. Les garanties proposées dans la convention de participation sont précisées dans la note de synthèse jointe à la convocation et peuvent peut-être apparaître à l'écran ou pas. Au vu des conditions et garanties proposées, et après consultation du comité social territorial, nous vous proposons d'adhérer à cette convention, d'en adopter les termes et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer toute pièce et prendre toute décision relative à la mise en place et à la mise en œuvre de la présente décision. Merci Hervé. Bon, sujet important. Bon, là de 25, ça ne va pas vous parler. En tout cas, retenez que c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà, pour résumer, c'est de moitié. Voilà, c'était ça. On était à peu près à plus de 4,5. Donc voilà. Donc ça, c'est une nouvelle importante pour les agents. Donc une bonne chose, même si on veut aller détailler un petit peu, il y a des choses, par exemple, vous voyez les indemnités journalières non garanties, et sur le pourcentage, on a réduit un petit peu, c'est 90% au lieu de 95%, mais par contre, il y a des prestations de la même manière qui sont, vous savez, la comparaison sur un contrat de prévoyance, c'est toujours un peu infernal. Donc voilà, donc globalement, c'est une bonne chose pour les agents qui auront une protection à un coût un peu moindre que précédemment. Et c'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Non. Juste pour vous dire qu'il y a, parce que j'ai demandé au service RH, je pense aux élus qui étaient présents à la commission au CST, on est à plus de la moitié des agents ont une couverture prévoyance. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, ça représente quasiment plus de 50% de la collectivité, ce qui n'est pas forcément le cas justement à la communauté des communes. Et j'en discutais avec mon collègue maire de Saint-André, lui ils étaient à 9 sur 23, pour vous donner un repère. Hein, c'est prévoyance, c'est pas la mutuelle santé, hein, ça c'est vraiment accessoire, donc... Sachant que si la commune a obligation de proposer ce contrat, l'adhésion reste facultative. Voilà. Évidemment. Voilà. Chacun fait comme il veut. Privé et individuel, donc... On va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette première délibération sur le sujet RH. Et elle va être complétée par la participation justement de l'employeur. Et évidemment, c'est important et c'est intimement lié avec ce qu'on vient d'évoquer. Hervé. Effectivement, cette délibération complète la précédente sur son volet financier. Le décret précité ayant redéfini la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents. La participation financière de l'employeur deviendra obligatoire sous condition d'adhésion, c'est-à-dire entre autres d'avoir un contrat labellisé, à compter du 1er janvier 2025 pour les garanties prévoyance pour un montant qui ne pourra être inférieur à 7 € bruts par mois et par agent. En ce qui concerne notre collectivité, nous vous proposons de maintenir le taux de la participation employeur à hauteur de 50%, tel que cela avait déjà été fixé précédemment. Bien entendu, cette participation ne pourra être inférieure à 7 € par mois. En conséquence, nous vous proposons de valider ce montant de participation financière pour les agents qui auront souscrit un contrat au titre de la prévoyance dans le cadre de la convention de participation proposée par le CDG 40, signée entre la collectivité employeur et territorial mutuel. Monsieur le maire et monsieur le maire adjoint, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. Alors je précise quand même, parce que pour les élus qui étaient en CST, je pense Laurence, Isabelle, Hervé, je ne sais pas s'il avait eu l'information, vous vous rappelez, il y avait eu le débat sur les 50%, si c'était inoublié. Alors, tout à fait. J'avais bien raison, c'est-à-dire qu'on avait tout à fait le choix, on aurait pu baisser, en fait l'obligation légale c'est 7 € par mois. Alors c'est important quand même parce que on vient de le voter en conseil communautaire. Pour vous donner une idée, en conseil communautaire, c'est entre 19 et 21 € la participation employeur. C'est un montant en euros, alors que nous c'est en pourcentage. Donc pour certains agents, je peux vous dire que c'est intéressant parce que le 50%, en tendant un peu l'oreille sur certains cas,
Il y a des personnes, par exemple, qui sont à 80 € sur le coût de la prévoyance. Donc là, ça donne du 40 € d'aide employeur plutôt que du 7 €. Donc le delta est quand même... mais je trouve, enfin on en avait parlé avant en groupe, je pense que sur ces sujets de prévoyance et de santé, au vu, et en plus avec les annonces qui viennent d'être faites ces derniers jours, on parle beaucoup d'attractivité au niveau de la fonction publique qui est de plus en plus compliquée, mais au moins on a voilà, cet élément-là qui est un petit avantage pour les agents et qui est vraiment important au vu des enjeux de santé au travail actuellement. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette 94e délibération. Je vous propose de débuter maintenant en fait un cycle. On va avoir plusieurs délibérations qui seront en fait pas des nouveautés en soi, c'est-à-dire que la plupart des délibérations, même si vous verrez qu'il y a certaines délibérations nouvelles, mais en fait c'est revalidé suite au protocole du temps de travail que nous avions déjà évoqué en conseil municipal, les thématiques pour les préciser sur les délibérations qui feront qu'on exécutera ces nouvelles choses. Alors par exemple, la première délibération, ça va concerner les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les agents communaux. Hervé. Et je continue. Effectivement, en préambule, je précise, et pour éviter le redite, que les délibérations 95, 96, 97 et 98 concernent des mises à jour suite à l'évolution de la réglementation sur le temps de travail des employés territoriaux, que nous sommes donc dans l'obligation d'appliquer dans notre collectivité. Elles résultent également du protocole sur le temps de travail que nous mettons en place, protocole pour lequel nous avons été accompagnés par le CDG 40, afin de réactualiser certaines situations professionnelles des agents. Les présentes délibérations prises pour ces objets sont Les précédentes délibérations prises pour ces objets sont abrogées et remplacées par les présentes décisions. Délibération 95, heures supplémentaires et complémentaires. En vertu des décrets numéro 91-875 du 6 septembre 91, 2002-60 du 4 janvier 2002, 2002-598 du 25 avril 2002 et 2020-592 du 15 mai 2020, les heures supplémentaires et ou complémentaires qui sont réalisées à la demande du supérieur hiérarchique pour besoin du service donnent lieu à compensation sous la forme d'un repos compensateur ou d'une indemnisation financière. La compensation de ces heures est réservée exclusivement aux agents de catégorie C et B et aux agents relevant de certains cadres d'emploi de catégorie A de la filière médico-sociale. Les heures complémentaires sont réservées aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public exerçant leurs fonctions à temps non complet. Elles ne peuvent dépasser 35 heures par semaine. Elles seront rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent. Les heures supplémentaires réservées aux agents à temps complet seront en priorité récupérées sous forme de repos compensateur. Elles pourront, à titre exceptionnel, être rémunérées à un taux horaire majoré sur demande des agents après validation par l'autorité. Elles ne peuvent excéder 25 heures par mois et 20 heures pour les cadres d'emploi de la filière médico-sociale. En conséquence, nous vous proposons de valider cette délibération et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui, Mike. C'est pas une question sur cette délibération proprement dite, mais je note quand même qu'il y a un certain nombre de mises à jour qui vont être faites sur la base de textes dont certains sont assez anciens. Et je souhaitais savoir pour quelles raisons, pour certaines, on a un certain nombre d'années de retard, et si ça n'a pas, par voie de conséquence, lésé, ce à quoi les agents avaient droit pendant un certain nombre d'années. Alors j'imagine que le CDG n'est pas complètement blanc comme neige dans cette affaire. J'aimerais avoir des précisions là-dessus. Le dernier texte, il est de 2020, donc ce n'est pas forcément très ancien. Et c'est celui qui met. Oui, mais enfin bon, on a tout un protocole de réforme du service RH. On a mis en place les lignes directrices de gestion.
on s'est fait appuyer et aider par le CDG pour le protocole. Il est évident que on a pris un peu de temps pour mettre en place ce nouveau système, mais qui lui est complètement borné et complètement dans les clous. Donc voilà, alors bon, 2020, 2024, moi je pense que ça reste raisonnable au niveau d'une collectivité. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des... je l'ai dit. On va passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce sujet. On va poursuivre avec le compte épargne-temps, Hervé. L'évolution de la réglementation plus ou moins ancienne sur le compte épargne-temps et notamment sur l'indemnisation possible des jours épargnés nous conduisent à mettre à jour les modalités d'application du compte épargne-temps dans notre collectivité. Le décret du 26 août 2004 précise les modalités d'alimentation, d'utilisation et d'indemnisation du compte d'épargne-temps. Le compte épargne-temps institué sera appliqué aux agents publics de la collectivité qui remplissent les conditions selon les modalités fixées par ce décret et les dispositions. Il suivra l'évolution des textes réglementaires en vigueur. Si vous êtes d'accord, je ne vais pas reprendre le catalogue de ces changements, le détail de mesures étant mentionné sur le document joint à la convocation de ce conseil et apparaît sur l'écran. Pour résumer, sont concernés par cette évolution la demande d'ouverture d'un compte épargne-temps, le formalisme pour l'alimenter, la nature des jours éligibles et l'utilisation de ces jours épargnés. En conséquence, nous vous proposons de valider cette régularisation et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Bon, là encore, une mise à jour. Je pense qu'il ne va pas y avoir énormément de commentaires sur le compte d'épargne-temps était déjà actualisé sur la commune. C'est simplement que vous avez bien compris que notre protocole nous demande cette mise à jour. Mais sur le fond, pas de changement. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On va passer maintenant sur le temps partiel, sur autorisation et encore, évidemment, la mise à jour. Le temps partiel de droit est accordé et appliqué selon les mêmes modalités que pour les demandes soumises à autorisation. Il convient donc d'autoriser la mise en place du travail à temps partiel dans la collectivité et d'en fixer les modalités. Le régime de travail à temps partiel est accessible à tous les agents à temps complet, titulaires, stagiaires et non titulaires de la collectivité, annualisés ou non, remplissant les conditions prévues par la réglementation selon les modalités suivantes. Le temps partiel sera organisé dans le cadre hebdomadaire. Il est incompatible avec les périodes de formation professionnelle, le régime de RTT et la réalisation d'heures complémentaires. Les quotités de temps partiel sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90% de la durée hebdomadaire des agents éligibles. Les demandes de travail à temps partiel seront accordées par Monsieur le maire, après avis du chef de service, pour une durée déterminée qui sera limitée à 6 mois ou 1 an, renouvelable sous condition. Les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel en cours de période, ainsi que celles pour son renouvellement, devront être présentées par écrit auprès du service RH dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée. L'acceptation de ces demandes sera soumise aux nécessités de service. Après réintégration à temps complet, une nouvelle autorisation d'exercice à temps partiel ne sera accordée qu'après un délai de 2 ans. En conséquence, nous vous proposons de valider cette délibération et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. Là aussi, mise à jour. Le temps partiel, c'est pas un énorme sujet sur la commune dans le sens où il y a peu d'agents qui ont fait la demande. C'est 3 ou 4 agents sur 115 pour vous donner une idée. Est-ce qu'il y a des... Pardon, peut-être quand même pour préciser effectivement la réflexion de Mike là, qui est pertinente. Ça va nous permettre aussi de rappeler les conditions de ces différents sujets aux agents. Parce que bon, il y avait des habitudes prises, c'était plus ou moins bien appliqué. Bon, disons que comme on remet tout sur la table, là on va pouvoir à partir du 1er janvier remettre... Oui, c'est vrai que ça a été un sujet constant avec le protocole du temps de travail où on sent bien que les agents, et c'est normal vu la quantité de réglementation, que ce soit sur les congés ou autres, mais d'avoir cette habitude d'exercice, de communication, d'échange entre la responsable de service et eux,
bon, c'est Et toujours... notamment en CST, il y avait souvent des questionnements sur ces sujets. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, cette fois-ci, c'est important parce que c'est la mise à jour d'astreinte sur la filière technique et c'est une nouveauté sur la commune. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'astreinte pour les services techniques. Et c'est vrai que le diagnostic et tout le travail du centre de gestion et des élus de la commission et du CST ont montré quand même l'importance de ce sujet. C'est vrai que on est une commune de 6300 habitants, 52 km de voirie, 4800 hectares. Il y a pas mal de sujets le week-end. Hein. D'ailleurs, j'entends sur les vitres frapper la pluie et le vent. Donc voilà, bon, il y avait un sujet depuis plusieurs années. Et voilà, on saute le pas pour ces astreintes. Hervé. Alors effectivement, les 2 prochaines délibérations sont des nouveautés, des nouveaux systèmes de travail mis en place. Les astreintes, les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public relevant des cadres d'emploi de la filière technique peuvent être amenés à effectuer des astreintes d'exploitation à la demande du maire ou du chef de service. Des astreintes de décision sont également effectuées par la directrice des services techniques et de l'aménagement et ou son suppléant, ainsi que par la responsable du service entretien des bâtiments, restauration scolaire et ou sa suppléante. Ces astreintes pour des motifs de sécurité des personnes, fonctionnement des bâtiments et des équipements, événements liés à la météo, entre autres, se dérouleront sur des périodes hebdomadaires du vendredi 17h au vendredi suivant 17h, au moins 4 fois par an et par agent, à adapter selon les possibilités du service. Ces périodes d'astreinte et d'intervention seront indemnisées sur la base des taux fixés par les textes réglementaires, avec application d'un impôt compensateur, voire modalité d'un document joint à la convocation. En conséquence, nous vous proposons de mettre en place dans notre collectivité les astreintes comme présentées et de charger Monsieur le maître de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Donc voilà, donc, comme on a dit, mais c'est une nouveauté sur la commune. Du coup, du vendredi 17h au vendredi 17h suivant, 4 fois par an. Voilà, c'est le repère qu'il faut garder aujourd'hui. Ça a entraîné aussi une formation de certains agents pour étoffer la palette d'action, parce qu'évidemment, on peut avoir un agent qui est très compétent pour la voirie, l'environnement, les menuiseries, mais qui, sur l'électricité, n'a pas assez de bagages techniques. Mais voilà, du coup, ça demande une formation aussi ciblée en fonction de cet enjeu-là des astreintes pour avoir une polyvalence qui permette aussi d'intervenir sur différentes situations. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, des astreintes, des commentaires? Non? Alors l'idée c'est de les mettre en place le 1er janvier. C'est l'idée. En tout cas c'est l'ambition. Donc voilà, donc bon, alors Philippe Jourigui-Verry et moi, on est très attentifs à cette délibération, vous en doutez, parce que le week-end, c'est surtout nous deux qui sommes d'astreinte en fait tous les week-ends, hein, voilà, vous avez compris. Et la nuit aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité sur cette délibération. Et une nouveauté aussi dans la collectivité, le télétravail, bon ça vous étonnera pas, hein, c'est des pratiques qui sont de plus en plus répandues, même si, attention, le télétravail, attention parce que, voilà, on voit aussi que le télétravail, tout le monde en voulait à la sortie du Covid, on voit aussi les limites de tout cela, mais bon, ça peut quand même amener pour certains services une qualité de travail qui peut être différente. Moi je pense que c'est une bonne chose d'aller dans ce sens, mais en restant attentif, service par service, à tout cela, et surtout aussi parce qu'il y a quand même une inéquité sur le télétravail, c'est que certains peuvent le faire et d'autres ne peuvent pas le faire. Voilà. Et comme je l'ai dit en CST, moi je serai très attentif à ce que ce postulat de départ soit gardé en mémoire de tous, parce que c'est vrai que voilà, tout le monde ne peut pas y... Attendez, Hervé présente la délibération. Non, je voulais revenir sur la précédente. Non, monsieur ça ne change pas le sens du vote, allez-y. C'est juste une précision. En fait, ce qui a appelé mon attention, c'est le fait que le directeur des services techniques bénéficie de l'astreinte,
il faut savoir, et je ne pense pas que ce soit son cas, que les agents qui bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ne peuvent pas bénéficier des astreintes. Alors, en général, ce sont les agents sur des postes fonctionnels. Plutôt catégorie C, oui. La MBI, c'est plutôt les catégories C qui touchent la MBI. Pas que. Mais catégorie A, je ne suis pas sûr. Oui, catégorie A. Ok, on le note. Hervé, donc, pour ce télétravail. La 99e délibération. Ça va. Le thème du télétravail a été évoqué précédemment lors de la mise en place des lignes directrices de gestion pour notre collectivité. Nous avons décidé de l'officialiser en 2025. Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions habituellement exercées par un agent dans les locaux professionnels sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il est ouvert aux activités suivantes: instruction, études ou gestion de dossiers, rédaction de rapports, notes, travaux sur système d'information, compte rendu, bilan, dossier de subvention, appel à projet, etc. Pour faire simple, il est réservé aux tâches administratives et de secrétariat, à l'exclusion des travaux nécessitant une présence physique sur le lieu de travail. Il devrait être effectué au domicile de l'agent. L'autorisation initiale de télétravail est accordée pour une durée de 1 an, renouvelable de façon expresse 2 mois avant la date de fin. Elle est validée par le chef de service et le service RH par arrêté. L'agent fait ensuite ses demandes de jours de télétravail par écrit sur la fiche navette fournie par la collectivité et l'adresse à son supérieur hiérarchique qui la valide à chaque demande. La fiche est ensuite transmise en fin d'année au service RH. Le télétravail devra respecter les règles de sécurité en matière informatique ainsi que les mêmes conditions et horaires que ceux réalisés habituellement par l'agent au sein de la collectivité. Dans notre collectivité, le nombre de jours télétravaillés sera de 1 jour maximum par semaine et 20 jours maximum par an. En conséquence, nous vous proposons d'adopter cette délibération et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération sur le télétravail? Non. Alors moi j'ai une précision pareil pour les élus qui étaient présents au CST. On avait pas mal débattu sur l'indemnité, voilà, vous vous rappelez, donc je vous confirme, on s'en doutait, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous l'avez vu, ça ne figure pas dans la délibération. Alors, c'est un sujet, puisqu'en fait, moi j'ai donné mon avis, je trouve que donner une indemnité en plus d'accorder le télétravail aux agents, ça fait quand même un peu beaucoup, même si l'indemnité est faible. Je trouve que l'avantage quand même de pouvoir télétravailler et donc du coup l'économie d'essence qui est réalisée est déjà importante et je trouve que ça ne justifie pas l'indemnité qui pourrait être versée. Voilà. Je vous propose de... oui, Didier. Je voudrais savoir, Didier Sors, je voudrais savoir au niveau de la mise en place de ce télétravail, est-ce que ça va amener des frais pour la commune au niveau du matériel justement de télétravail? Et comment vous avez prévu de réaliser ces investissements et sous quelle forme? Oui, alors, oui, mais en fait, oui, effectivement, sur le principe, ça peut entraîner des coûts. Alors, assez classiquement, au lieu d'avoir un ordinateur fixe, on a un ordinateur portable. Je veux dire ça, le principal écueil. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a renouvelé déjà vers du matériel de plus en plus portable. Parce que quand même, la majorité des... Non, la majorité des positions de travail qui sont éligibles au télétravail, eh ben, je vais citer par exemple Cédric Larieux. Cédric Larieux, aujourd'hui, je veux dire, de pouvoir aller sur la salle du conseil, de pouvoir aller à Mirande, il a déjà besoin d'un portable. Il y a Juliette Brocard, pareil. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ont des ordinateurs portables, en fait. Et de plus en plus, d'ailleurs. Donc, au final, le surcoût, il n'est pas si important pour la collectivité.
Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette délibération. Et une dernière délibération pour Hervé Labadie sur un sujet qui va vite arriver. C'est le sujet du recensement, puisque nous avons en 2025 le recensement sur Saint-Martin-de-Seignance. Et donc on vous propose de créer évidemment des postes de recenseurs, d'agents recenseurs pour 2025. Hervé. Afin d'assurer le recensement de la population dont la mise en œuvre relève de la compétence de la commune, conformément à la loi numéro 2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il convient de créer plusieurs emplois temporaires d'agents recenseurs. Il est donc prévu de créer 12 emplois temporaires d'adjoints administratifs à temps non complet pour exercer les fonctions d'agents recenseurs du 16 janvier au 15 février 2025, y compris 2 demi-journées de formation et de tournées de reconnaissance. Ces agents recenseurs seront chargés, sous l'autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis, conformément aux instructions de l'INSEE, pour une durée de travail forfaitaire entre 90 et 110 heures, et rémunérés sur la base de l'indice brut 367 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire de grade d'adjoint administratif. Une indemnité forfaitaire supplémentaire pour les frais de déplacement de 75 € dans les districts de centre-ville ne nécessitant pas ou peu l'usage d'un véhicule motorisé et de 150 € dans les districts nécessitant obligatoirement l'usage d'un véhicule motorisé leur sera alloué. Ces recrutements n'ont évidemment aucune incidence sur le tableau des emplois. En conséquence, nous vous proposons d'accepter cette proposition et de charger Monsieur le maire de l'application de la présente délibération. Merci Hervé. Mais d'ailleurs, il y avait une réunion cette semaine. C'était tous les agents, tous les responsables, les coordonnateurs des communes aux alentours. Voilà. Donc ça va vite arriver. La campagne de recensement, c'est début janvier, j'imagine, le tout départ. 16 janvier. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet du recensement, qui est toujours un moment important pour une commune, puisque beaucoup de conséquences derrière pour le recensement, et ça permet aussi à l'INSEE d'affiner des données. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour cette 100e délibération de l'année. Oui, voilà, 100 délibérations de l'année. Voilà, on arrive sur la fin de l'année, donc maintenant on va parler un peu budget. Et justement, on approche la fin de l'année et forcément, eh bien, on ajuste un peu nos budgets. Et donc, je le précise quand même parce qu'il y a quand même un exploit. Moi, je signale, mais c'est la première DM, donc en langage techno, décision modificative. Du budget 2024. Donc on est le 21 novembre, je trouve que c'est une bonne chose et ça veut dire que les comptes sont bien tenus, monsieur Labadie. Et bien évalués. Tout à fait. Alors la première DM sur le budget principal, Hervé. Donc afin d'actualiser le budget primitif 2024 de la commune adopté en avril, nous devons procéder aux ajustements suivants. En matière d'investissement, il convient de réduire le total des recettes et des dépenses de 53 700 €. Pour les recettes, cela est dû principalement à la régularisation de la subvention pour la médiathèque, une différence de 21 603 €, et du décalage de la vente du terrain, et surtout du décalage de la vente du terrain à Slers, 396 000 € qu'aura lieu en 2025. Pour les dépenses, il s'agit de régularisation suite à modification des prix définitifs par rapport à l'estimation inscrite au budget primitif. L'égalité entre recettes et dépenses est assurée par le virement de 370 133 € en provenance de la section fonctionnement. En matière de fonctionnement, la régularisation porte sur 409 972 €. Pour les recettes, il s'agit d'ajustements par rapport aux prévisions de vente et services divers, mais surtout
grâce à la perception de la DSR d'un montant de 395 260 € qui n'avait pas été budgétisé. Pour les dépenses, nous devons effectuer quelques ajustements dus principalement à des régularisations sur les contrats d'assurance et les intérêts financiers. L'équilibre est assuré par le virement de 370 133 € à la section investissement, virement qui évidemment n'impacte pas le résultat global du budget. En conséquence, nous vous proposons de valider cette délibération de régularisation et de charger Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines et des finances, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération. Merci Hervé. Bon voilà, comme l'a dit Hervé, on ne vote pas des dépenses supplémentaires ou des recettes supplémentaires, c'est simplement qu'on ajuste notre budget en fonction de réalités. La plus importante, et vous l'avez compris, c'est la DSR, et ça c'est une réalité très importante pour le quotidien de la mairie. Et ensuite c'est juste des décalages, puisqu'il n'y a aucune annulation, que ce soit la coupe de bois ou la vente du terrain Asler, ça va se réaliser, mais si ça se trouve en janvier, et pas avant la mi-décembre. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération et sur le fonctionnement, l'investissement? Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on va faire pareil, mais il y aura moins d'écriture sur les logements sociaux. Vous savez qu'il y a toujours un budget annexe logements sociaux avec des montants qui sont beaucoup plus faibles. Hervé l'avait dit. Donc après le budget principal, il est nécessaire de réaliser des ajustements sur le budget annexe 2024 des logements sociaux de la commune pour les éléments suivants. En matière d'investissement, il convient de réduire le total des recettes et des dépenses de 1 730 €. Cela provient de travaux réalisés qui n'étaient pas prévus au budget primitif. En matière de fonctionnement, et ça nous relie à ce qui a été dit tout à l'heure sur la gestion des logements sociaux, la régularisation porte sur 400 €, la faute à des impayés de loyer et la constitution d'une provision pour risque d'impayés, le tout couvert par une subvention d'équilibre. En conséquence, nous vous proposons de valider cette délibération de régularisation et de charger Monsieur le maire et Monsieur le maire adjoint, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour application au contrôle de légalité préfectorale. Merci Hervé. Bon voilà, comme le disait Hervé, voilà, sur les loyers, 3 450 € non perçus sur cette année. Bon, c'est toujours, on le disait, ça ne va sans doute peut-être pas tout régler, le fait que HSA s'occupe de cela, mais en tout cas on espère que la gestion sera plus sereine de ce côté-là également. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ces 400 € et 1 730 €, et on est sur des petits montants, donc c'est pas ça qui va bouleverser le budget, l'équilibre budgétaire de la fin de l'année. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération. Donc, on va évoquer maintenant, voilà, tu peux boire un verre. Merci. Avec Gilles Pénoche, une délibération importante sur la modification des statuts du syndicat mixte des mobilités Pays Basque à Dour, notamment Tchitchak, en fait, pour le dire clairement. Et du coup, on va donc évoquer avec Gilles, on a assisté à des réunions, et je peux vous dire, l'actualité, c'est que jeudi dernier, ces nouveaux statuts ont été validés en conseil syndical de Tchitchak, puisque je siège au conseil syndical de Tchitchak, et ça a été validé à l'unanimité. Bon, merci de dire que c'est une délibération importante, mais bon, celle exposée par Hervé l'a dit avant, elle était tout autant. Oui, en fait, on a... Il est consensuel, Gilles. On a eu une réunion donc, la semaine dernière avec le syndicat des transports, donc avec Tchitchak, pour justement évoquer cette modification des statuts. En fait, qui porte sur deux points, je vous lirai quelques éléments, mais qui porte sur deux points particuliers. Le premier, c'est qu'en fait, il y avait un flou sur la création, l'entretien et la maintenance des voies en site propre du syndicat. Bon, ça concerne surtout le T1 et le T2, donc nous, le T1, pour l'instant, il n'arrive pas encore à Saint-Martin, on n'a pas de site propre. Par contre, ça concernait quand même Tarnos et Ondres, et il était nécessaire que nous soyons
intégré. L'autre point est plus important pour nous, puisqu'en fait, il prend en compte la création et l'aménagement et la gestion des aires de covoiturage. Donc ça c'est important parce que ça fait partie des éléments que... Parking relais. Parking relais, oui. Parking relais. Ça fait pareil. Voilà, en fait, voilà. Alors, pourquoi j'ai dit parking de voiturage? Parce que, disons, l'idée aujourd'hui des parkings intermodaux qui sont réalisés, ils comportent à la fois du parking vélo, du parking relais, pour prendre le bus. Ils permettent aussi du covoiturage pour venir soit au parking relais, soit en partir. Et je crois que c'est l'avenir, en tout cas, pour notre commune. On commence à y travailler, en lien aussi avec la communauté de communes compétente sur certains points de ces parkings. Donc sur les projets de statut modifiés, il y a une délibération importante, c'est celle du 11 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de Saint-Martin a approuvé la demande d'adhésion au syndicat des mobilités du Pays Basque-Adour, celle du 10 décembre 2020, où le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour a approuvé l'extension du périmètre du syndicat, ça concernait donc la commune de Hondre et la commune de Saint-Martin-de-Seignan, et modifiant en conséquence la composition du comité syndical, dans laquelle donc siège Julien, et modifier en conséquence ses statuts. Donc vu les différentes délibérations, considérant que la rédaction sur champ d'intervention est floue et incomplète sur les modalités d'intervention, considérant qu'il est donc notamment nécessaire de revoir l'article 3 des statuts, tel que rédigé ci-dessous, on le précise bien donc, le syndicat mixte Pays Basque-Adour est également compétent pour création, aménagement, entretien des voies réservées à la circulation des services de transport en commun en site propre. Cette compétence s'étendant à la création, l'installation et à la gestion de tous les équipements affectés au fonctionnement de ces services, les quais, les bus, les systèmes de gestion, le trafic réservé aux bus, les distributeurs automatiques de titres et les bornes d'information voyageurs. Et donc le second point qui vous concerne, bien sûr, un peu plus directement et un petit peu plus rapidement, je pense, la création, l'aménagement et la gestion des parcs de stationnement intermodaux réservés aux véhicules de transport en commun et au stationnement des véhicules particuliers en vue d'emprunter les transports en commun, donc les parkings relais. Mais bon, donc, comme je vous l'ai dit, on ira de plus en plus vers des parkings globaux permettant toutes les formes d'alternatives en fait à la voiture. Pour mener à bien ces missions, il peut, le cas échéant, procéder aux acquisitions foncières nécessaires, et considérant qu'en parallèle, il est nécessaire de procéder à quelques modifications statutaires à la marge pour tenir compte de l'évolution du cadre juridique en vigueur. Donc l'article 3.2 qui portait sur le comité de partenaires voit sa rédaction modifiée. Ainsi, le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité et associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire notamment pour nous la collectivité. Donc il crée et consulte au moins une fois par an un comité de partenaires. Le comité de partenaires est consulté avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers, mise en place avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du plan de mobilité. Le syndicat des mobilités Pays Basque-Adour peut également consulter ce comité de partenaires à l'occasion de l'évaluation de sa politique de mobilité et surtout projet de mobilité structurant. Voilà. En outre, à l'article 3.3 qui porte sur l'établissement par le syndicat des mobilités, du plan de mobilité, la mention, exemple, plan de déplacement urbain a disparu. Là, c'est une argutie sémantique qui permet d'être en phase avec les statuts. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal, article 1, décide d'approuver le principe d'une modification du syndicat mixte Pays Basque-Adour en vue de clarifier l'exercice des compétences, d'approuver le projet des nouveaux statuts joints à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à prendre toute décision et à signer tout acte relatif à la présente délibération. Et donc le maire adjoint en charge de l'urbanisme et M. le maire adjoint en charge des ressources humaines. Voilà. Il a du mal, Gilles. On a compris.
Non, moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est quand même que après quelques années d'exercice, moi je compte depuis 2021, puisque les discussions ont commencé à ce moment-là. L'intégration n'a pas pu se faire, évidemment, d'un seul coup. On a une augmentation des gens qui prennent le bus, de tout âge. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais je crois aussi qu'on peut se féliciter des relations que nous avons avec le syndicat des mobilités et des services. À chaque fois qu'on a une question, une problématique, ils sont à l'écoute. Alors, ils ne peuvent peut-être pas tout résoudre, mais en tout cas, ils sont à l'écoute et ils font le maximum pour faire évoluer les choses. Et je crois donc que nous l'avions dit lors d'un conseil municipal. On a notre ligne qui va aller à partir du 6 janvier jusqu'à Marac. Donc ça va être quand même un point plus que positif pour revenir sur l'agglomération bayonnaise. Et Tchitchak est en train de mettre en place une billetterie unique pour les différents transports, notamment avec les TER. Et ça, c'est important. Et pour finir, je vous conseille, vous connaissez mes penchants pour l'informatique et le téléphone, il y a une application Tchitchak qui est hyper performante et très simple, puisque même moi, je sais m'en servir. Très bien, merci beaucoup Gilles. Donc juste deux petites choses avant de passer au vote. Donc les parkings relais, concrètement nous, on a l'ambition, et vous le savez, sur le démarrage de la ligne 54 à Gony, d'avoir un projet de parking relais. On a tout ce qu'il faut. On a la tête de ligne, on a la voie verte et du covoiturage, donc on peut trouver quelque chose de pertinent à cet endroit-là. Juste préciser, comme le disait Gilles, grosse nouveauté en 2025 avec ce projet de TER basco-hollandais. Pour ceux qui n'ont pas suivi les discussions, il va y avoir un cadencement Dax-Hendaye énorme. Mais vraiment, ça change tout. Hein. Voilà, c'est comme si on avait un petit RER dans notre secteur, puisque toutes les demi-heures, il y aura un train qui partira de Dax vers Hendaye ou d'Hendaye vers Dax. Donc c'est sûr qu'on a quand même la proximité à Saint-Martin-Seignance, d'Ondre et de Main d'une halte à Tarnos, puisque il va y avoir plusieurs créations de haltes, par exemple à Guétary, à Bidart. Bidart, c'est même carrément l'ancienne gare qui va être réhabilitée. Donc voilà, c'est quand même un gros changement pour notre territoire en termes de mobilité, et ça va être concret à partir de 2025. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette avant-dernière délibération, et on va terminer avec un sujet autour de l'éducation et de l'environnement. Donc ça aurait pu être Philippe Pourteau qui présentait la délibération, mais du coup on a penché pour l'éducatif. Donc c'est Stéphane Maton, le maire adjoint en charge des questions scolaires, qui va prendre la parole sur cette cour oasis pour une des écoles saint-martinoises. Stéphane. Merci. Donc, oui. Si, marché. Marché, mais... c'est moi qui bon. Non, là, non. Non, mais non. C'est bon. Ouais, ça marche. Il marche pas. Oui. Celui-là, non. Non. Allez, Non, c'est toi, monte le son. Là, ça va? Non. C'est toi qui Faut lui donner si vous voulez. J'ai fini, bon. J'ai coché au chat. Vas-y, c'est une charge de place. Il y a que si j'aime bien, monsieur. J'ai usé la batterie. L'actualité nous le confirme tous les jours. Le changement climatique reste aujourd'hui une des principales préoccupations des Français et de nombreux citoyens européens. Comment contribuer à notre niveau pour faire face à ces défis? Les préoccupations d'hier sont les réalités d'aujourd'hui. Nous devons agir. À ce titre, les cours des écoles ont été identifiés comme des leviers importants, car encore principalement asphaltés et imperméables, ces espaces participant massivement à l'effet d'îlot de chaleur urbain. La désimperméabilisation et la végétalisation des cours des écoles sont actuellement au centre de nombreuses actions urbaines
visant à rafraîchir et réduire ses poches de chaleur, tout en améliorant les espaces de vie, de jeu, de cohabitation sociale pour les enfants. Cet enjeu environnemental devient également un enjeu social. Il permet une meilleure appropriation de l'espace, une meilleure connexion des enfants avec la nature et la biodiversité. Un aménagement naturel, végétalisé, diversifié, permet aussi de véhiculer des valeurs citoyennes et républicaines, notamment au niveau du respect des autres et de l'équilibre filles-garçons dans un objectif de mieux vivre ensemble. L'élaboration du projet de végétalisation de la cour de l'école Jules Ferry a été menée conjointement avec les usagers de cet espace, enfants, enseignants, services techniques, services éducation, entretien, transition écologique, ainsi qu'avec le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, le CPIE du Sénat. Il permet d'intégrer des solutions techniques adaptées au changement climatique, d'optimiser la gestion des eaux de pluie et de développer de nouvelles approches pédagogiques liées à ces nouveaux aménagements. Dans le but de déclencher dès à présent des demandes d'aide pour le financement de ce projet, notamment auprès du Fonds vert, de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, je vous propose d'approuver le principe d'engagement du projet de végétalisation inspiré de la démarche Oasis pour la cour de l'école Jules Ferry, de solliciter l'État au titre du Fonds vert ainsi que l'Agence de l'eau Adour-Garonne et tout autre financeur potentiel pour l'obtention de l'aide financière la plus élevée possible, d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à cette demande de subvention et à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, Monsieur le maire adjoint en charge de l'environnement, de l'agriculture et des réseaux, Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, et Monsieur le maire en charge de la petite enfance, jeunesse et affaires scolaires sont chargés, en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Stéphane. Un projet important, c'est vrai qu'il y avait déjà eu le premier projet sur l'école Pauline Kergomar. D'ailleurs, pendant ces vacances de novembre, les travaux ont été terminés avec l'implantation d'arbres et le rajout d'aires de jeu. Donc on a terminé le projet sur Kergomar. Maintenant on passe à l'étape 2, l'école Jules Ferry. Et ensuite, ça sera l'étape 3 avec l'école Jean Jaurès. Là, les travaux sont prévus en 2025, principalement l'été, évidemment, puisqu'il faut décrouter une partie de l'aire centrale. Donc c'est enlever le bitume, tout simplement, pour avoir des surfaces qui soient plus perméables, évidemment. Juste aussi dire et faire une petite minute politique sur le fonds vert, puisque vous avez entendu que malheureusement l'État va raboter le fonds vert. Alors j'allais dire raboter, c'est un bien grand mot pour quelque chose qui était déjà réel depuis quelque temps, puisque nous, commune de Saint-Martin-de-Seignances, depuis 3 années, on essaie de faire passer des dossiers fonds verts. Il n'y en a jamais aucun qui arrive, on va dire, jusqu'au bout. Et je le dis, c'est sur les enjeux énergétiques ou climatiques, on aura du mal à faire tout seul. On va vraiment avoir besoin de l'État. Et vous entendez depuis mardi matin les maires de France réunis en congrès. Donc l'année dernière, on avait été avec Philippe Pourteau et Gilles Pénoche au congrès des maires. Il y avait déjà des inquiétudes qui n'ont fait que grandir pour les collectivités comme les nôtres. Je rappelle que les annonces qui ont été faites, par exemple, sur le FCTVA par l'État dernièrement, ça représente 100 000 € de recettes en moins pour une commune comme Saint-Martin. Donc voilà, c'est vous dire que il y a quand même des enjeux. Je le dis, parce que 100 000 €, par exemple, là, le projet de la cour Jules Ferry, on est à 50 000 €. Vous voyez, donc quand on perd 100 000 €, mais c'est exactement ce genre de projets qui sont concernés. Je vous propose de passer au vote. Donc il y aura une nouvelle délibération. Là, c'est pareil, c'est une délibération de principe. Et il y aura une nouvelle délibération avec le projet terminé, on va dire. Même s'il est bien avancé aujourd'hui. Qui est pour ? C'est pour vous maintenir en éveil jusqu'au bout sur des délibérations importantes. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Je vous remercie.